sur le tourisme, l'industrie et l'univers de la K-pop. Alors c'est un sujet qui peut sembler extrêmement compliqué. La politique, ça ne plaît pas trop à tout le monde, mais je vais essayer de le rendre le plus simple possible et le plus abordable. Donc, petit point géographie. Vous voyez où est la Corée du Sud? Vous voyez où la Chine? Il y a quand même une mer qui les sépare, mais ils sont relativement proches. Et ceux-là, c'est des amis et des ennemis de longue date. On va revenir un peu sur l'histoire. Donc, je vais remonter dans les années environ moins 1200, moins 1126 à 300. Qu'est-ce qui se passait en France à cette époque-là? Je ne sais plus. Mais ce qui est sûr en Corée du Sud, en tout cas, la Corée était envahie par différentes dynasties chinoises. Donc il y avait les Kija, les Wilhan et les Han. Donc pendant des centaines d'années, il y a eu beaucoup de rois chinois, en fait, de dynasties chinoises qui ont envahi la Corée du Sud et qui ont mis une grande influence chinoise dans les traditions coréennes. Le coréen tel qu'on le connaît, l'alphabet n'existait pas à l'époque, c'était encore des hanja, donc des caractères chinois. Après, il y a eu la période des 3 royaumes en Corée du Sud, donc de moins 57 au 8e siècle. Donc là, l'influence chinoise se fait toujours sentir. L'écriture est toujours le hanja. Mais d'un côté, les 3 royaumes coréens, donc Silla, j'ai un trou sur les 2 autres, voilà. Au moins le royaume de Silla qui est très connu. Ils ont quand même leur tradition coréenne qui s'installe de plus en plus avec la tradition chinoise. Après, arrive la date de 1418. Donc on peut dire que c'était à peu près à la même époque que Christophe Colomb, à 60 ans près c'est la même chose. Donc en 1418, le roi Sejong, qui est bien connu par tout fan de Corée du Sud qui se respecte, il a sa grande statue à Séoul, la grande statue dorée. Et c'est lui qui a créé l'écriture coréenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc là, on sent que l'influence chinoise disparaît au profit de la culture coréenne, en fait. La Chine et la Corée du Sud sont complètement indépendants à ce moment. Après, on arrive en 1593, le Japon envahit la Corée, et la Chine à ce moment-là, aide la Corée du Sud à repousser les Japonais. Donc à ce moment-là, la Chine et la Corée sont alliés. Et donc les Japonais sont repoussés, la Corée du Sud reprend son petit bout de chemin avec la Chine qui est leur allié quand il y a besoin. Donc les traditions se sentent encore un petit peu, mais il y a quand même de plus en plus une différence. Après, en 1619, la Chine et la Corée du Sud s'allient encore, et la Corée générale, parce que la Corée du Sud, Corée du Nord n'existe pas. Donc la Chine et la Corée s'allient encore une fois pour repousser une autre invasion japonaise. Oui, les Japonais, ils adorent envahir tout le coin là-bas. C'était leur délire. Donc là, malheureusement, ils ont réussi. Donc jusqu'en 1910, la Corée du Sud reste encore assez coréenne, mais entre 1910 et 1945, les Japonais, là, affirment leur tradition, leur culture en Corée du Sud. La langue japonaise est utilisée dans de nombreuses administrations. Dans les écoles, ils recrutent plutôt des professeurs japonais que des professeurs coréens. Même dans la police. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le drama Bridal Mask. Ça retrace toute cette époque de l'invasion japonaise en Corée du Sud. Donc à quel point les Coréens, ils en avaient complètement marre. Donc après, 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais sont repoussés, les Chinois, eux, vont adopter tout ce qui est le communisme. Donc ça veut dire que c'est pour le peuple. Donc il y a un dirigeant qui dirige pour le peuple et tout est mis ensemble. C'est-à-dire que les terres n'appartiennent plus à l'individu, elles appartiennent au peuple. Et ces cas-là arrivent en 1953, entre 1950 et 1953, la guerre de Corée. Donc, alors c'est une succession d'invasions. Alors ce qui se passe, c'est qu'au nord, c'est plus dirigé par les communismes chinois et russes. Au sud, c'est beaucoup plus dirigé par les capitalistes américains. Et ils vont essayer de se bouffer le territoire pendant 3 ans. Donc un coup, c'est plus les communistes qui ont du terrain, un coup, c'est plus les capitalistes. Bref, arrivé en 1953,
la ligne redevient comme elle était un peu près avant au niveau de la coupure, quand ils ont commencé à séparer le territoire. La même qu'on voit actuellement. Donc le Nord est toujours communiste, le Sud est toujours capitaliste. Et là, la Chine et Corée du Sud, on peut dire vraiment Corée du Sud, ne s'entendent plus vraiment non plus. Les idéologies ne sont plus du tout les mêmes. Il y a Mao d'un côté en Chine, et il y a d'autres dirigeants en Corée du Sud. Donc après, petit à petit, les relations vont s'apaiser. La Chine va s'ouvrir aussi dans les années 1970-1980, ce qui va changer un peu la donne. La Chine et la Corée du Sud vont devenir des alliés économiques. C'est-à-dire qu'ils vont faire du trafic plus d'argent, vendre du matériel en Chine, vendre du matériel chinois en Corée du Sud et du matériel coréen en Chine. Donc là, les échanges fleurissent énormément depuis les années 2000. Alors, les visas pour les Chinois explosent en Corée du Sud, le tourisme, n'en parlons même pas, il y a des quartiers, c'est envahi que de Chinois. Donc, et pareil, on retrouve ça en K-pop. En 2000, on avait dit qu'il y avait Super Junior ont débuté en 2005. Dedans, il y avait un Chinois, N-Gang. Après, d'autres Chinois ont suivi dans les groupes. Il y a eu Victoria, il y a eu Lay, il y a eu... Donc Victoria, c'est dans les Pigs, Lay, c'est dans EXO. Il y a eu Junezie dans Seventeen, il y a eu Luan aussi, Tao, dans EXO. Il y a Yibo et Yenan dans Unique. Il y a pas mal d'autres noms chinois qu'on retrouve un peu à droite à gauche. Il y a aussi Jackson qui a des origines de plus Chine, Hong Kong, voilà, Hong Kong. Donc qui est dans un groupe de K-pop. En 2010, par exemple, il y a eu les MAMA. Donc ce sont les Mnet Asian Music Awards, donc, qui ont eu lieu à Macao, une des provinces de la Chine. En 2012 et 2017, c'était à Hong Kong. De 2012 à 2017, c'était à Hong Kong. Donc là, il y avait de fortes relations. La Chine et la K-pop, c'était lié vraiment très fort. Il y avait même des agences qui commençaient à être contrôlées par des Chinois. Par exemple, la Banana Culture, donc l'agence de EXID, s'appelait avant la Yedang, et elle est devenue la Banana Culture en 2016, une fois que la Chine a contrôlé le plus de capitaux dans l'agence. C'est eux qui ont mis le plus d'argent en fait. Donc ils ont changé le nom avec un nom plus chinois. Oui, parce que Banana Culture, ça veut dire quelque chose derrière des acronymes de la Chine, il y a un truc comme ça. Il y a eu après les... Excusez-moi. Après, il y a eu à la Fantagio, l'agence de Astro et de Hong Seung-wook, pour ceux qui ont suivi Produce 101. Donc, à la tête, il y avait Byung-hun. Et là, maintenant, c'est YG. Donc, c'est un Chinois. Ou à la FNC, donc on a vu tout à l'heure dans le Big Five, il y a 22% qui est détenu par Han Seung-ho, le directeur de l'agence, et 22% qui est détenu par des groupes chinois. Donc, ils ont autant de pouvoir dans l'agence. Pareil, les dramas en Chine, ça marche du tonnerre. Les dramas coréens, The Descendant of the Sun, pour ceux qui ont vu, 2,5 millions de vues sur le internet chinois. Donc, et en plus, The Descendant of the Sun, il a été diffusé en même temps en Chine et en Corée du Sud. Première fois que c'est arrivé. Mais voilà, arrive l'heure du TAD. Alors je ne sais pas si certains savent ce que c'est le TAD. T-H-A-A-D. Donc, qui veut dire, attention, le Terminal High Altitude Area Defense. Donc ça veut dire que c'est un missile anti-balistique pour la dernière phase d'atterrissage. C'est-à-dire que quand le missile va bientôt atterrir en Corée du Sud, boum, ils peuvent l'éclater et protéger leur population. Mais ce missile, ça ne fait pas du tout aux Chinois. D'après eux, ça empiète sur leur territoire, donc les missiles chinois pourraient être interceptés, et ça réduirait l'efficacité de leur propre système. Donc les Chinois détestent ça, et ne veulent pas que le TAD soit mis en place. Résultat, la Chine a interdit à des groupes de touristes chinois de se rendre en Corée du Sud. Il y a eu 48% de moins de touristes chinois en une année. Donc entre la date du 7 juillet 2016 et maintenant. Donc c'est énorme. 48% de Chinois en moins,
C'est un chiffre d'affaires conséquent que la Corée perd. Concernant la K-pop, interdiction de concerts en Chine. Donc les tournées asiatiques à Beijing et Shanghai et tralala, il n'y en avait plus. Plus de drama non plus, plus d'événements, plus de rien. La Chine, hop, fermé, ils ont tout fermé par rapport à la K-pop. Sauf, attention, T-ara ont le droit de performer en Chine. Donc ils ont eu un permis spécial. Donc le 12 décembre 2016, ils ont eu un permis spécial pour continuer en Chine. Pareil, Mamamoo ont été invités au Abu TV Song Festival en 2017. Donc en novembre 2017, Mamamoo s'est rendu en Chine. Mais ce sont deux cas exceptionnels. La Chine avait tout fermé pour la K-pop. Bon, après on dit que c'est fermé, mais derrière, il y a un peu d'illégal. Et finalement, la musique a réussi à être écoutée, les dramas ont réussi à être regardés. Il y avait juste les concerts et tout qui ne pouvaient plus être faits. Après, niveau industrie, Hyundai, l'entreprise qui fait des voitures, a eu 65% de ventes en moins entre avril et juin 2017 en Chine. Donc ils ont perdu 65% de ventes, ce qui est énorme. La chaîne de magasins coréenne Lotte, que vous entendez souvent, elle a perdu 87 magasins. 87 supermarchés ont fermé entre avril et juin 2017. Ce qui est énorme en fait. Donc ça c'est l'impact du TAD. Les Chinois sont pas contents et ils le font savoir. Bon après, fin 2017, on sentait que les Jeux Olympiques commençaient à arriver, donc ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, les Chinois. Donc il y a eu un retour de certains dramas. Il y a eu aussi quelques petits retours de ventes et de magasins qui réouvraient petit à petit. Mais les concerts, toujours pas. Il n'y en a aucun encore en Chine. C'est pas prévu au programme. J'en ai pas encore trouvé qui allait se dérouler en Chine. Mais par contre, niveau tourisme, ça commence à se ressentir. Il y a eu 1000 visas donnés par jour au mois de février 2018. Tandis qu'avant, c'était 300-500 pendant la période très creuse. Donc voilà, je pense que ce sont les JO, et beaucoup d'analystes pensent que les JO, les Jeux Olympiques en Corée du Sud, qui se déroulent actuellement, ont aidé aussi les relations à s'apaiser. Mais à ce moment-là, est-ce que les relations vont-elles continuer à être comme ça après les Jeux Olympiques, ou est-ce que ça va redevenir comme avant? Interdiction des concerts, des dramas, des magasins, de tout, du tourisme. Est-ce que c'est une trêve sportive ou est-ce que c'est une trêve de longue durée? Là est la grande question par rapport à ça. Est-ce que des personnes ont des questions à poser sur ce sujet? Parce que c'est un sujet assez compliqué, ça peut être déroutant. Donc s'il y a des questions ou des demandes complémentaires, je suis à votre écoute. Voilà, bon. Je crois que la conférence vous a plu. Merci.